Nous allons poursuivre cette séance en passant à la question de l'honorable Angélique Ngoma à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis, il y a également le ministre du Budget, le Compte public et le ministre de l'Éducation nationale. Je crois que c'est les trois qui sont interpellés. Chers collègues, veuillez avancer pour poser votre question. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Madame le ministre de l'Éducation nationale chargée de la formation civique, Madame le ministre du Budget et des Comptes publics. Par décision numéro 0005/AN/2020 du 11 décembre 2020, le Bureau de l'Assemblée nationale a mis en place une mission d'information relative à l'attribution et à la gestion des bourses d'études en République gabonaise. Cette mission avait pour objectif principal de recueillir des informations nécessaires afin de cerner au mieux la mise en œuvre concrète des dispositions prises par l'Agence nationale des bourses du Gabon. Il faut souligner que notre pays, le Gabon, reste un des rares pays en Afrique qui accorde encore des bourses d'études à l'ensemble des élèves admis au baccalauréat. C'est donc une stratégie hautement sociale, humaniste et généreuse, un soutien fort, précieux, que notre État apporte aux élèves et à leurs parents, mais qui a pour conséquence évidente et inévitable d'accroître la dépense publique. Ainsi, conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution et 147 du règlement de l'Assemblée nationale, la représentation nationale, avant de vous poser quelques questions à compétences partagées sur le dispositif d'attribution et de gestion des bourses d'études en République gabonaise, voudrait vous présenter les constats généraux observés sur cette question. On peut retenir notamment le non-paiement depuis quelques années des bourses d'études aux élèves bénéficiaires du secondaire, la croissance exponentielle du nombre de boursiers au supérieur ces dernières années, rendant insoutenable la dépense publique y relative, la coexistence de 4 textes réglementaires traitant de la même matière, c'est-à-dire le décret numéro 0404/PR/MENESTF-RSCIS du 26 septembre 2012 fixant les conditions d'attribution, de transfert, de suspension, de suppression, d'orientation, de réorientation des bourses d'études ainsi que les modalités de prise en charge de l'État des élèves et étudiants au Gabon et à l'étranger. Le décret numéro 0340/PR/MENESTF-PSCIS du 28 février 2013 portant application du système licence master-doctorat dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur en République gabonaise. Le décret numéro 0079/PR/MESR-STT du 11 juin 2019 fixant les conditions d'attribution, de transfert, de suspension, de suppression, d'orientation, de réorientation des bourses d'études, ainsi que les modalités de prise en charge de l'État, d'allocation et de prêt de bourses d'études, des bourses aux étudiants. Le décret numéro 00110/PR/MESPTF-PDS du 19 juillet 2019 fixant les conditions d'attribution, de transfert, de suspension, de suppression des bourses d'études dans les filières techniques et professionnelles.
Le manque de coordination entre les principaux acteurs du système de gestion des bourses d'études, ANBG et le SOSUP, qui entraîne des dysfonctionnements dont la principale cause est la non prise en compte des étudiants orientés par le SOSUP dans les établissements privés du supérieur. L'absence d'une politique claire d'orientation des étudiants au regard des besoins réels exprimés par le gouvernement et le secteur privé. Le chevauchement des calendriers académiques qui varient d'un établissement à l'autre, entraînant ainsi une désorganisation dans l'échéancier d'examen, d'attribution et de paiement des bourses d'études. L'exclusion des parlementaires, sénateurs et députés du conseil d'administration de l'ANBG, entravant ainsi les prérogatives parlementaires en matière de contrôle de l'action du gouvernement, ainsi que le suivi-évaluation des politiques publiques, prérogatives déjà consacrées par la Constitution de notre pays. Mesdames les ministres, les constats généraux dressés ci-dessus appellent de notre part les questions ci-après. Première question. Quelles sont les priorités du gouvernement face au dysfonctionnement du dispositif d'attribution et de gestion des bourses d'études au Gabon? Deuxième question. Face à la croissance exponentielle du nombre des boursiers gabonais, quelle est la stratégie du gouvernement dans la rationalisation d'attribution des bourses d'études et la recherche d'un équilibre financier soutenable à court et moyen terme? Troisième question. Quel est le support légal qui suspend à ce jour le paiement des bourses d'études aux élèves bénéficiaires du secondaire et quelle est l'alternative que propose le gouvernement pour continuer à apporter l'aide sociale qui découlait des bourses d'études? Quatrième question. Au regard de la multiplicité des textes réglementaires énoncés plus haut, quel est aujourd'hui le cadre légal qui gère l'attribution et la gestion des bourses d'études dans notre pays? Cinquième question. Il nous est revenu que les étudiants bénéficiaires des bourses de coopération rencontrent quelques difficultés avec parfois une incidence négative sur leur scolarité. Quel est le pourcentage des bourses de coopération offertes et quel est le niveau de la contrepartie de l'ANBG dans ces bourses de coopération? Sixième question. Le gouvernement désire-t-il mettre en place, dans un proche avenir, des partenariats publics-privés en matière d'offres de bourses d'études par application de la loi 039/2018 du 28 décembre 2018 sur le régime du mécénat en République gabonaise? Septième question. Quelles sont les raisons qui ont prévalu à l'exclusion par le gouvernement des parlementaires, sénateurs et députés du conseil d'administration de la NBG par l'application de l'article 8 du décret 003/PR-ME-SRTT-ENFC du 11 janvier 2021 portant réorganisation de l'Agence nationale des bourses du Gabon avec pour conséquence l'entrave des prérogatives constitutionnelles des parlementaires en matière de contrôle de l'action gouvernementale et du suivi et évaluation des politiques publiques? Mesdames les ministres, l'État est redevable aux établissements privés confessionnels et laïques depuis 2018 d'une dette de 9,749 milliards de francs CFA, représentant les frais d'écolage des élèves admis en classe de 6e dans ces établissements. Qu'en est-il du paiement de cette dette, en sachant que celle-ci est plus importante si l'on prend en compte les frais d'écolage liés à l'année scolaire 2021-2022? Au regard du rôle important qu'ont toujours joué les établissements privés, confessionnels et laïques dans l'éducation et la formation des jeunes Gabonais, comment le gouvernement explique-t-il la suppression de la subvention accordée à ces établissements? Je vous remercie, mesdames et messieurs les membres du gouvernement.
Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci, honorable collègue. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, l'investissement dans le capital humain, précisément dans son maillon enseignement supérieur, est un élément important et doit être apprécié en tant que tel. C'est pourquoi il convient de donner quelques indicateurs qui permettront de répondre à la suite aux observations de l'honorable député. La population estudiantine du Gabon se chiffre à 60 000 étudiants, ce qui représente 3% de la population totale. On cite souvent le chiffre de l'enseignement secondaire pour caractériser l'importance de la scolarisation, mais ce chiffre de 3% doit nous interpeller sur le fait qu'au Gabon, le Gabon est l'un des pays en Afrique qui a la plus grande population estudiantine. À titre de comparaison, les autres pays africains ont des proportions allant entre 1 et 1,5%. Et les pays occidentaux ont une fourchette se situant souvent autour de 5%. Donc le Gabon est à 2 points de ces pays. 60 000 étudiants, dont 30 000 qui sont boursiers. Vous l'avez dit, honorable député, c'est un investissement important qui malheureusement s'est transformé en cercle vicieux en 2011 avec le décret 404 qui, rompant avec les traditions anciennes, a octroyé la bourse à tout étudiant à la seule condition qu'il était gabonais et qu'il avait le bac. On est ainsi passé d'une population d'une dizaine de milliers d'étudiants à 35 000 étudiants boursiers en 2012. Ce n'était plus soutenable. Pendant 7 ans, nous avons géré cette situation qui, à bien des égards, n'arrangeait pas et n'était pas favorable aux étudiants. Pour être enseignant à l'université, permettez que je le rappelle, nous avons constaté, au moment où la bourse a été quasiment universalisée, un fort taux d'échec, tout simplement, parce que les étudiants s'inscrivaient à l'université pour la bourse. Je rappelle que tous ici, ou presque tous, nous avons appris sous un système de bourse plus vertueux et qui faisait la place à l'excellence, sinon au mérite. Il a fallu donc revenir à un système vertueux. Et c'est dans cet esprit que 2 textes ont été proposés en 2019. Le premier texte, le 79, concernait l'enseignement secondaire général. Il définissait en gros les critères d'attribution en tenant compte de l'âge et de la mention au baccalauréat. 18 ans était l'âge maximum fixé pour une mention assez bien. Il est évident que les critères avaient été corsés plus que de mesures. Et le décret 119, qui cette fois a été conçu pour l'enseignement technique et professionnel, essayait de corriger cet effet en fixant la date d'obtention, l'âge d'obtention de la bourse pour les bacheliers de l'enseignement technique et professionnel à 27 ans. Malgré cela, les enfants et les familles n'ont pas accepté ces nouveaux textes. Et de fait, et même de juré, le 404, institué en 2011, a continué à être appliqué dans l'intérêt des enfants, puisque précisément le 79 et le 119 leur étaient défavorables. La dépense publique, vous l'avez dit, était devenue insoutenable et nous ne pouvions pas en rester au 404. C'est pour ça, instruit par le chef de l'État,
le gouvernement a travaillé sur un nouveau texte, le 148. Le 148 qui corrige les effets du 404 et qui remet au centre du dispositif des bourses la question de l'âge et du mérite sans tomber dans les excès du 79. Le décret 148, donc, qui a été pris en juin 2021, est le seul texte aujourd'hui, le seul texte qui régit l'attribution, la suppression des bourses au Gabon. Ce texte est très équilibré. Il est très équilibré et il répond aux priorités du gouvernement. Il répond aux priorités du gouvernement en ce qu'il a remis, je le disais tantôt, le mérite au cœur de ce dispositif sans sacrifier l'aspect social. Ainsi, pour l'enseignement général, les bacheliers doivent avoir la moyenne en classe et 22 ans pour avoir la bourse. Ce qui, en comptant, fait 5 années de redoublement permis à un élève, puisque on a aujourd'hui des élèves qui ont le bac à 17 ans. Donc pour l'enseignement général, la bourse s'obtient à 22 ans avec une autre condition, avoir la moyenne en classe. Pour l'enseignement technique et professionnel, la bourse s'obtient à 24 ans avec les mêmes conditions. Et pour la formation professionnelle, à condition d'avoir le concours qui donne accès au centre de formation professionnelle, la bourse s'obtient à 27 ans. 22 ans pour l'enseignement général, 24 ans pour l'enseignement technique et professionnel, 27 ans pour la formation professionnelle. Nous avons, pour l'enseignement général et pour l'enseignement technique et professionnel, tenu à maintenir ce qui était déjà le cas dans les anciens textes, la moyenne de classe, parce que les enseignants ont constaté que les élèves désertaient les salles de classe à l'approche des examens pour remplir les prépa-bac, et c'est ce qui précisément, pas exclusivement, explique aussi la faiblesse du niveau des élèves que l'on a devenus étudiants à l'université. Il apparaît donc que l'enseignement technique et professionnel et la formation professionnelle constituent des priorités du gouvernement de la République suivant les taux d'instruction du chef de l'État, puisque des facilités leur sont accordées par rapport à l'enseignement général. Et précisément, c'est dans l'enseignement général que nous observons, et je reviendrai là-dessus, les plus forts taux d'échec, notamment à l'université Omar Bongo, et à contrario, dans l'enseignement technique et professionnel, nous avons besoin de davantage d'élèves et d'étudiants, puisque c'est dans ce secteur-là que des niches d'emploi sont les plus importantes. Le côté social, je disais, a été également préservé, puisque dans des conditions très favorables, le 148 prévoit des bourses pour les étudiants handicapés à des âges relativement avancés. Mais le 148 a fait de la place également aux sportifs de haut niveau et à des programmes spéciaux comme le programme mines et hydrocarbures. Toujours dans l'esprit de valoriser les filières dans lesquelles le taux d'employabilité est important. Donc ces critères-là constituent les piliers du décret 148. Le deuxième pilier dans la stratégie de l'attribution des bourses et de la maîtrise de la dépense publique est l'orientation. Nous avons tous connu des conseillers d'orientation
mais il s'est trouvé que depuis plusieurs années, les élèves s'orientaient sans boussole, et c'est la deuxième raison qui a conduit à l'échec, au taux d'échec que l'on constate dans nos universités. Le 404 qui a été mis en place n'a pas été suivi immédiatement, comme ça aurait dû l'être, de la prise d'un décret instituant le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, comme cela est prévu dans la loi 21/2011, la loi d'orientation, d'éducation, de la formation et de la recherche. Le secrétariat d'orientation scolaire supérieure, universitaire et professionnelle a justement pour compétence l'orientation des étudiants depuis le scolaire jusqu'à l'université. C'est le décret 077 pris seulement en juillet 2019 qui a rendu opératoire le SOSUP. Et le SOSUP a des attributions qui sont clairement définies déjà dans la loi 21/2011. Et vous me permettez de citer quelques articles de cette loi dans son titre 6, intitulé précisément de l'orientation scolaire, académique et de la prise en charge sociale de l'apprenant. Chapitre 1 de l'orientation scolaire et académique. Article 94. À l'obtention du baccalauréat, le secrétariat d'orientation scolaire universitaire des ministères en charge de l'éducation et de la formation dresse une base du fichier central d'identification, un état nominatif, sur la base du fichier central d'identification, un état nominatif d'orientation des nouveaux bacheliers en fonction des besoins de la nation. Article 95. Les nouveaux bacheliers sont orientés par quota ainsi qu'il suit. Les plus âgés vers les formations au métier d'enseignant du pré-primaire, du primaire ou du secondaire, ainsi que ceux de formateurs dans les secteurs de la formation professionnelle et dans les métiers des niveaux DUT, IUT, BTS ou licence professionnelle, ceux d'un âge moyen vers des formations conduisant aux écoles d'ingénieurs ou de formation au master professionnel, les plus jeunes vers les classes préparatoires et les grandes écoles, notamment pour former les docteurs ingénieurs, ainsi que vers les facultés pour la formation des futurs enseignants du supérieur ou des chercheurs. Les états nominatifs dressés par le SOSUP sont soumis lors des différentes sessions à la Commission nationale des bourses pour attribution d'allocations de bourses et de frais d'écolage. Les répartitions sont donc claires entre les compétences de l'Agence nationale des bourses et celles du secrétariat d'orientation. Il se trouve que les étudiants qui n'avaient plus l'habitude, et les parents d'étudiants d'ailleurs, de voir leur orientation confiée à une structure dédiée à cet effet, ont du mal à apprécier ce changement. Et on note souvent une confusion entre les vœux qu'ils formulent sur le SIGOR, le système gabonais d'orientation, qui est la base de données informatiques du SOSUP, et le choix définitif qui est fait en commission du SOSUP et qui prend en compte les avis des conseillers d'orientation. Mais pas que les avis des conseillers d'orientation, mais également les informations que l'on a sur les établissements, notamment les capacités d'accueil des établissements. Un exemple simple, nous avons 5000 demandes pour aller à l'Université des sciences de la santé, dont 800 seulement ont le bac C et D. Et lorsqu'on regarde le parcours scolaire des 4200 étudiants qui veulent aller à l'Université des sciences de la santé, il est évident qu'il ne correspond pas au parcours qui garantit une réussite dans ce secteur-là. Et d'ailleurs, le taux d'échec que l'on a enregistré à l'USS correspond à ces bacs qui ne sont pas préparés pour faire des études dans les sciences de la santé. Donc, c'est une chose de formuler un vœu par les étudiants ou par les parents, c'est une autre chose de
voire se veut compatible avec le niveau réel des étudiants et la capacité d'accueil de nos établissements. Certes, il y a eu quelques soucis avec le SOSUP, notamment lors de ces 2 années de Covid, puisque le bac ayant eu lieu en retard, les résultats sont parvenus au SOSUP en retard et par ricochet à l'Agence nationale des bourses également en retard. Mais tout cela est rentré dans l'ordre et cette année, nous avons commencé déjà l'orientation anticipée des étudiants avant même les examens. Il faut dire aussi que le désordre calendaire qui existe et qui est dû essentiellement aux grèves, accentué par le Covid, n'a pas facilité le travail du SOSUP puisque les États nous sont revenus en retard. Mais à l'actif du SOSUP, on ne le dit jamais assez, il faut citer un certain nombre de faits édifiants. Il y a encore 4-5 années, l'université Omar Bongo enregistrait 35 000 étudiants. Et les projections les projections minimalistes prévoyaient à l'orée 2022 40 000 à 45 000 étudiants. Grâce à une orientation maîtrisée, l'université Omar Bongo a aujourd'hui 21 000 étudiants. C'est le travail du SOSUP. Qu'avons-nous fait des autres étudiants? C'est le deuxième aspect de l'orientation. Les étudiants, et pour être en conformité avec l'article 94 de la loi d'orientation, les étudiants très avancés ont été conduits vers les concours pour les centres de formation professionnelle. D'autres ont fait le choix d'entrer dans des programmes d'insertion professionnelle. Mais nous avons aussi développé l'enseignement supérieur privé. Nous avons aujourd'hui une dizaine d'établissements d'enseignement supérieur privé, et nous espérons augmenter le nombre, qui absorbent les étudiants boursiers. Et s'il est vrai qu'il y a eu, au début de ce processus, quelques difficultés liées notamment au prix que pratiquaient certains de ces établissements, aujourd'hui, nous avons trouvé un compromis avec la conférence des chefs d'établissement d'enseignement privé qui ont accepté de revoir à la baisse les taux d'admission, les taux d'inscription dans leurs universités. Le SOSUP a également permis de réduire le nombre d'étudiants gabonais orientés à l'étranger. Cette année, nous avons orienté 360 étudiants, seulement 360 étudiants à l'étranger. Un autre pilier que nous développons, quoiqu'encore de manière embryonnaire, est le partenariat public-privé, qui a été initié d'abord au secondaire avec la fondation Marif de Turquie, mais qui se développera aussi pour le supérieur, et nous enverrons de plus en plus nos étudiants dans ces établissements. Il y a également les bourses de coopération qui sont centralisées par le système d'attribution des bourses de l'ANBG. 50% de bourses d'orientation sont dues. 50% de bourses d'orientation sont dues. J'ai un trou. 25% sont dus au Maroc, 5% sont dus. 50% sont dus à la Corée du Sud, autant pour moi. 25% au Maroc et 5% à la France. Les 25% se répartissant dans les autres pays. Et pour ce qui concerne la Chine et la Russie, l'essentiel des étudiants qui sont dans ces pays ont des bourses de coopération. Il est bien entendu que lorsque la bourse de coopération est inférieure à ce que nous donnons habituellement à nos étudiants, l'État complète cette bourse de coopération. Je voudrais aussi dire que dans le cadre du 148, la bourse des étudiants de 3e cycle à l'étranger a été considérablement augmentée dans une proportion en fonction des pays allant de 200 à 300 euros. Donc, Monsieur le Président, honorables députés, il doit être clair pour tous ici qu'il n'y a qu'un seul texte qui, dorénavant, régit l'attribution des bourses, c'est le 148, et je m'en vais lire l'article 33 de ce texte.
le présent décret, donc du 148, qui abroge les décrets 404 du 26 septembre 2012, 079 du 11 juin 2019, 0119 du 17 juin 2019, cité à l'article 36 ci-dessous, ainsi que toute autre disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel. Donc il n'y a que le 148 aujourd'hui qui régit le système d'attribution des bourses. Il convient maintenant de répondre à deux autres questions qui sont indirectement liées aux bourses. C'est la question du mécénat, qui est régie par le 39-2018. Mais le 39-2018 ne concerne pas que le mécénat, il inclut également le parrainage. Et en réalité, ce qui pourrait être pris en compte ici, ce n'est pas le mécénat, ce n'est pas le parrainage, ce n'est pas le mécénat, mais c'est le parrainage. Cela dit, ce domaine relève la compétence du ministère de l'économie, puisqu'il y a des incidences au niveau des impôts. Je voudrais tout simplement dire que le parrainage inclut un bénéfice direct de la personne morale ou physique. Et si la personne morale est une entreprise, c'est éventuellement un investissement et une préemption du recrutement de l'étudiant qui a été pris en charge par le parrainage pour travailler dans l'entreprise qu'il a parrainée. Et le mécénat concerne essentiellement des personnes physiques. Il est difficile d'appliquer le principe du mécénat ou à tout le cas de fournir un cadre rigide du mécénat pour les personnes morales, puisque ça dépend de la volonté des uns et des autres. Dans le cadre du parrainage, il y a des mesures incitatives qui sont portées par le ministère de l'économie et encore une fois, qui ont une contrepartie. Donc il n'y a pas ici d'avantage direct à activer ce levier-là, même s'il faut regarder, et le concours national des meilleurs élèves que le ministère de l'Éducation nationale va organiser dans peu de temps est un moyen d'identifier les élèves qui pourraient bénéficier d'un parrainage d'une société, d'une entreprise partenaire de l'organisation du concours, comme ça a été le cas l'année dernière. La dernière question concerne l'exclusion des parlementaires de la commission des bourses, la commission technique, puisque comme vous le savez, le système d'attribution des bourses repose sur deux piliers, la direction générale et la commission technique. L'exclusion, c'est un mot un peu fort, mais nous allons le retenir puisque c'est celui qui a été utilisé dans la question, n'a pas concerné uniquement les parlementaires. Le gouvernement avait été instruit de réduire le conseil d'administration d'un certain nombre de structures et certaines commissions qui étaient devenues pléthoriques. C'est à la suite de cela que nous avons recentré la commission sur les organes techniques et sectoriels qui ont un lien direct avec les bourses. Qu'à cela ne tienne, il est arrivé lors des dernières sessions des bourses que des membres de la représentation nationale aient été invités. Et d'ailleurs, une proposition a été faite pour les réintroduire de manière formelle en tant que membres de ces commissions et ou de ces conseils d'administration. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les réponses aux questions posées par l'honorable Angélique Ngoma. Je vous remercie. Madame le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez la parole. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues membres du gouvernement, j'ai l'insigne honneur de me tenir devant cette auguste Assemblée à l'effet de répondre à l'interpellation de l'honorable députée Angélique Ngoma, députée du 2e siège de la Basse-Bagno, sollicitant des réponses sur les problématiques liées au non-paiement de la bourse d'études pour les élèves du secondaire, au règlement de la dette de l'État due à l'égard des établissements privés confessionnels et laïques, et enfin à la suppression de la subvention accordée à ces établissements scolaires. Monsieur le Président, honorables députés,
Sur cette interpellation, il me paraît nécessaire, voire important, de préciser que ces questions sont d'un enjeu majeur car ayant un fort impact sur la scolarisation des jeunes apprenants et partant sur le futur de cette jeunesse chère au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour qui la formation de la jeunesse constitue le socle du développement équitable et harmonieux de notre nation. Monsieur le Président, honorables députés, sur la question relative à la suspension du paiement des bourses d'études des élèves du secondaire, il est à rappeler que le ministère en charge de l'Éducation nationale a la responsabilité de fournir les résultats trimestriels et annuels de passage des élèves en classe supérieure pour le calcul des états des bourses. Or, les fortes tensions de trésorerie, combinées à l'insuffisance des crédits qu'a connue l'Agence nationale des bourses du Gabon, n'ont pas permis à cette dernière de solder les ordonnances de paiement des bourses des élèves. Par conséquent, cette situation a conduit l'ANBG à ne prendre en charge que les étudiants en fonction des crédits disponibles. Par ailleurs, le décret numéro 006-PR-MESR-ST-TENFC du 7 juin 2021 fixant le régime des bourses en République gabonaise n'a pas prévu le paiement des bourses d'études aux élèves du secondaire. Monsieur le Président, honorables députés, concernant la situation du non-paiement des frais d'écolage des élèves orientés en classe de 6e dans les établissements privés, confessionnels et laïques, ma collègue ministre en charge du budget et moi avons reçu instruction de Madame le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, de faire un point précis des impayés des frais d'écolage dus par l'État aux établissements privés, confessionnels et laïques. Aussi, après enquête menée par les services compétents de mon département ministériel, cette dette se chiffrait à 21,7 milliards correspondant aux années scolaires allant de 2018 à 2022. Ainsi, sur la base d'une bonne concertation directe et continuelle de notre département avec la Fédération des établissements privés confessionnels et laïques, le ministère en charge du budget a effectué un versement d'un montant de 16,3 milliards de francs CFA, soit 75% du montant globalement dû. À ce jour, il reste à payer 5,2 milliards de francs CFA. Il est à préciser, honorables députés, que les efforts pour l'apurement total de cette dette se poursuivent. Monsieur le Président, honorables députés, s'agissant de la question relative à la suspension de la subvention accordée à ces établissements, il me plaît d'apporter la précision selon laquelle, avant que le gouvernement ne décide d'orienter certains admis en 6e dans les 10 établissements, certains parmi eux bénéficiaient de la dite subvention en soutien de leur contribution à la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l'éducation. C'est donc pour remédier à la problématique des effectifs pléthoriques dans nos établissements publics que certains partenaires ont accueilli des élèves dans les classes de 6e, ce qui implique le paiement des frais d'écolage découlant de ces orientations. Face à cette situation, nous, mes prédécesseurs et moi, avons donc fait le choix du paiement des frais d'écolage des élèves orientés dans leurs établissements, car ce choix nous est apparu plus rationnel eu égard à la crise économique mondiale dont notre pays en fait également l'objet depuis plusieurs années et à la volonté des plus hautes autorités de permettre à un maximum d'élèves de bénéficier de leur droit à une éducation pour tous. Monsieur le Président, honorables députés, le 14 septembre 2018, à l'occasion de la remise du rapport de la Task Force sur l'éducation,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse, n'a pas manqué de rappeler que l'éducation est la mère des réformes. La formation du capital humain, des hommes et des femmes, de nos enfants, permet de guider une nation sur la voie de l'innovation, sur le chemin de la prospérité partagée. De ce fait, il convient de souligner que la mise en œuvre des conditions optimales d'apprentissage, l'amélioration de la qualité de l'éducation reste et demeure un combat de tous les instants pour le département dont j'ai la charge. Soutenir nos partenaires promoteurs des établissements privés, confessionnels, laïques est plus que primordial, notamment au regard du nombre élevé d'apprenants ayant obtenu leur certificat d'études primaires et que nous serons très certainement amenés à orienter de ces établissements en classe de 6e. Très respectueusement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, c'est rempli d'humilité que je vous remercie de l'attention particulière accordée à mon propos. Merci, Madame le Ministre. On peut remarquer que depuis votre arrivée, vous êtes toujours l'objet de questions. Nous allons certainement poursuivre avec le volet financier. Vous avez la parole, Madame le Ministre. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. À l'issue des interventions successives de mes collègues de l'enseignement supérieur et l'éducation nationale, je vais m'appesantir sur des points bien précis relatifs aux données budgétaires, et plus précisément sur l'exécution des paiements. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, honorable Angélique Ngoma, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution et 147 du règlement de l'Assemblée nationale, vous nous interpellez, mes collègues et moi, sur la problématique d'attribution et de gestion de bourses d'études en République gabonaise. S'agissant des questions qui concernent singulièrement le département dont j'ai la charge, j'en ai identifié deux. Il s'agit essentiellement du paiement des frais d'écolage des élèves admis dans les établissements privés concessionnels et laïques depuis 2018 et la suppression de la subvention accordée aux établissements privés, confessionnels et laïques recevant les élèves pour le compte de l'État. Avant d'évoquer ces points prescrits, qu'il me soit permis de revenir sur la question de la prise en charge des bourses d'études sur la période sous revue 2018-2022. Entre 2018 et 2022, il a été ordonnancé au titre des bourses 259,8 milliards de francs CFA pour un niveau de règlement de 251,8 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution base caisse de 97%. Dans cette enveloppe consacrée aux bourses, les mises à disposition au profit de l'Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG, s'élèvent à 232,9 milliards de francs CFA pour un niveau de règlement de 224,8 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution base caisse de 96,5%.
Les écoles ayant bénéficié directement de mise à disposition pour la période sont l'ENS, l'ENFAS, pour un total de 26,9 milliards de francs CFA hors crédit administrés pour le compte de ces entités par l'ANBG. Depuis le début de l'année 2022, il a été ordonnancé 78,3 milliards de francs CFA pour des règlements de 76,4 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 98%. Ce niveau d'exécution élevé traduit l'importance que le gouvernement accorde à cette dépense si sensible. Pour revenir sur les questions posées par l'honorable Angélique Ngoma, retenue pour le département dont j'ai la charge, après cette synthèse sur les bourses, le paiement, donc relatif la première question relative aux frais d'écolage des élèves admis dans les établissements privés concessionnels et laïques depuis 2018, pour la période 2018-2022, il a été ordonnancé au titre des frais d'écolage 21,7 milliards de francs CFA pour un niveau d'exécution base caisse de 16,3 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 75%. Le reste à payer s'élève à 5,2 milliards de francs CFA et concerne essentiellement l'exercice 2020-2021 qui se décline comme suit. En 2020, 1,6 milliard de francs CFA. 2021, 3,6 milliards de francs CFA. Cette situation résulte pour l'année 2020 des effets de la pandémie de la COVID-19 sur la trésorerie et qui a causé bien sûr un ralentissement qui à l'issue du ralentissement de l'activité économique. En ce qui concerne l'année 2021, les départements en charge du budget et l'éducation nationale avaient convenu que les inscriptions budgétaires et les paiements se fassent sur la base des contrats passés avec ces établissements. Dans cette optique, et pour permettre une meilleure programmation budgétaire, nous avons proposé au ministre de l'Éducation nationale de mettre en place une commission interministérielle pour remettre à plat toutes les questions liées au paiement de frais d'écolage. Toutefois, bien qu'il faille clarifier le cadre juridique des dépenses liées aux frais d'écolage pour les dépenses à venir, nous allons procéder à un apurement progressif des impayés. S'agissant de la deuxième question relative à la suppression de la subvention accordée aux établissements privés confessionnels et laïques recevant les élèves pour le compte de l'État, la subvention accordée aux établissements privés laïques et confessionnels n'a pas été supprimée, honorable. En effet, elle est inscrite au programme 11 451 Enseignement secondaire, UO, Administration centrale secondaire, titre 4. Pour 2022, celle-ci s'élève à 223,1 millions de francs CFA. Certes, pour des problèmes de tension des trésoreries, comme elle l'a dit, elle a si bien souligné ma collègue, et des contraintes budgétaires, il y a eu effectivement un ralentissement dans le paiement de cette subvention.
Tels sont, Monsieur le Président, honorables députés, les principales informations que j'ai l'honneur de porter à votre attention. Je vous remercie. À vous la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. C'est avec une attention soutenue que nous avons suivi les réponses données par les membres du gouvernement interpellés à ce sujet, ce qui nous ramène à l'objectif premier à atteindre dans le cadre de l'interpellation des membres du gouvernement. Il s'agit de mettre à la disposition des populations, et notamment des populations cibles, les réponses concrètes à leurs préoccupations. C'est deux fois lié à un manque de communication, c'est deux fois lié à un manque de proximité, ou comme on peut imaginer que l'on sait tout, mais alors que finalement, on ne sait pas grand-chose. Il faut déjà dire que lors de notre passage au ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale en 2020, nous avons été bien reçus par les services compétents. Des informations ont été mises à notre disposition, des dossiers nous ont été remis, des préoccupations ont donc aussi été soulevées autant par le personnel pédagogique d'encadrement que par les étudiants. Pour ce qui concernait le SOSUP, par exemple, c'était d'observer qu'en fait, à ce moment précis, les étudiants orientés par le SOSUP n'étaient pas pris en charge par l'Agence nationale des bourses et stages, parce qu'au départ, il n'y avait pas de concertation et que l'enseignement supérieur avait donc travaillé sans avoir associé l'Agence nationale des bourses et stages. Et là, tout à l'heure, le ministre en charge de l'enseignement supérieur nous fait comprendre que tout se fait en parfaite harmonie, ce qui ne peut qu'être apprécié par la représentation nationale. Il nous avait aussi été dit que les résultats arrivaient à l'Agence nationale très en retard, ce qui entraînait souvent ces difficultés de prise en charge, de mise à disposition des moyens, étant donné que l'année académique, on enregistrait un glissement sur les périodes, et si bien que on ne savait pas trop à quel moment les moyens pouvaient être mis à disposition. Et là encore, le ministre de l'Enseignement supérieur nous dit que tout est en bonne voie, qu'il y a une parfaite harmonie de travail. Cela ne peut que satisfaire l'Assemblée nationale. En ce qui concerne les partenariats publics-privés et qui vont dans le cadre de l'encadrement et de l'accompagnement aussi, à ce sujet, le ministre nous rassure que c'est aussi en très bonne voie. Donc nous ne pouvons que être satisfaits au niveau de l'Assemblée nationale. Surtout que depuis quelques heures circulent, nous pouvons dire, les réseaux sociaux. Nous n'avons pas reçu de correspondance à ce sujet. Un partenariat signé entre l'Agence nationale des bourses et stages et l'Université du Rwanda pour l'inscription et l'orientation des étudiants qui veulent aller apprendre au Rwanda uniquement dans cette université. C'est certainement un début aussi de mise en œuvre du partenariat public-privé. La représentation nationale ne peut encore que s'en réjouir. Nous avons noté qu'au niveau de l'éducation nationale, les tensions de trésorerie ont fait en sorte que les allocations de bourses en faveur des élèves n'ont pas pu être honorées. Nous avons aussi noté qu'un texte a été pris pour bien évidemment réencadrer cette option, parce que nous savons tous que la jeunesse est sacrée et que pour les étudiants, il faut les encourager, il faut les encadrer, le niveau social des parents étant bien évidemment différencié et que nous devons tenir compte de ces aspects. Nous avons aussi noté qu'un comité interministériel se mettra en place entre le ministère de l'économie et le ministère de l'éducation nationale pour regarder ensemble toutes les difficultés qu'il y a de mise en œuvre de cet engagement fort du président de la République, et dont le gouvernement a la lourde responsabilité d'assurer l'exécution sur le terrain, parce que je le dis encore, la jeunesse est sacrée. Nous avons donc noté en cela qu'il y a eu des avancées énormes, parce qu'on craignait pour nos élèves à la rentrée, surtout qu'on vient de proclamer déjà les résultats du bac et ceux d'admission au BEPC,
que les établissements qui ont accepté de recevoir nos élèves admis en 6e ne puissent pas rentrer dans leurs fonds. Et là encore, nous apprenons une très bonne nouvelle, qu'il reste sur les 21 milliards de francs, 5 milliards de francs à payer. Donc, ce que nous ne pouvons que demander au ministère financier, c'est de voir dans quelle mesure, tout en sachant que nous nous retrouvons dans une situation extrêmement difficile qui n'est pas uniquement du fait du Gabon, mais à travers le monde, comment faire pour régler ces 5 milliards pour qu'à la rentrée, ces établissements ne soient pas en difficulté. Nous avons aussi noté que la subvention accordée aux établissements confessionnels privés et laïcs n'est pas supprimée. Mais les tensions budgétaires et les problèmes de la Covid ont fait en sorte que ces moyens n'ont pas pu être mis à temps à la disposition de ces établissements. Mais nous notons aussi que dans les établissements confessionnels et privés laïcs, il y a aussi le primaire et qu'il n'y a pas que le secondaire qui était bénéficiaire de la subvention accordée par l'État. À la réponse qui nous a été donnée, nous avons cru entendre, sauf meilleur entendement de notre part, qu'il s'est agi de remplacer une dépense par une autre parce que ces mêmes établissements reçoivent les élèves en 6e et que les bourses sont payées. Il est donc bon de voir plutôt notre cadre de fonctionnement pour étendre, bien évidemment, les actions sociales posées par le gouvernement en la matière. Quid, dans ce cas, des établissements primaires. Nous avons aussi noté, et là ça revient avec recrudescence, que certains espaces affectés à l'enseignement, on peut appeler ça pré-primaire, je crois que c'est la terminologie au niveau de l'éducation nationale, on peut appeler aussi la maternelle parce que ces établissements prennent aussi en charge des enfants de 3 mois à 3 ans et à 4 ans, que certains espaces sont maintenant recensés ou pris par d'autres compétences pour en faire d'autres établissements. Il s'agit notamment des haltes garderies. Et je voudrais parler spécifiquement de la halte garderie de Port-Gentil. Il semblerait que cet espace serait soustrait pour la construction d'un autre établissement. Quid alors de la halte garderie de Port-Gentil? Que vont devenir ces enfants? Que vont devenir ces personnels qui y travaillent d'arrache-pied pour assurer la formation de nos enfants? Peut-être qu'à l'avenir, on devrait avoir les résultats, parce que si ces établissements ont été mis en place pour soulager la détresse familiale, notamment des jeunes filles mères économiquement faibles, et d'améliorer le taux de scolarité, il serait peut-être bon que dans le cas de ces départements ministériels, Affaires sociales et Éducation nationale, qu'il y ait un suivi, parce que cela rentrait aussi dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire. Il y a certainement des améliorations, peut-être que des enfants qui s'y trouvent sont certainement au secondaire, font peut-être des bons résultats au niveau du secondaire, ont eu peut-être déjà le bac, pour justement justifier encore de la présence et de la nécessité de ces établissements qui soulagent les familles économiquement faibles. La jeunesse, encore, est toujours et restera sacrée. Donc, ces préoccupations émises, les étudiants, les élèves, les parents nous ont donc tous suivis et sont certainement soulagés et satisfaits des réponses qui leur ont été données ici par les départements ministériels qui ont été interpellés par la représentation nationale. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci aux membres du gouvernement. Et à travers cette intervention de notre collègue, vous avez dû relever qu'il y a satisfaction. Est-elle pleine? Ne l'est-elle pas? Il semble qu'elle ait laissé la chose à l'appréciation de l'opinion. Bien, nous avons une précision qui est apportée par Madame le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, honorables députés, nous notons avec satisfaction d'abord que la représentation nationale, via l'honorable Angéline Ngoma, est satisfaite des différentes réponses apportées par mes collègues et moi-même.
Je tiens juste à lever une petite incompréhension. En ce qui concerne la halte garderie à Port-Gentil, elle n'est pas supprimée. Bien au contraire, c'est un complexe scolaire qui va être érigé à la demande des populations. Et actuellement, tous les établissements que nous construisons dorénavant intègrent le pré-primaire, le primaire et un collège au minimum. Tel est, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, la petite précision que je voudrais apporter. Merci. Bien, merci Madame le ministre. Cela nous fait une satisfaction supplémentaire.